il y a une différence majeure avec l'Europe, c'est que le marché des États-Unis, c'est complètement différent. Parce que par exemple, un dermatologue en France, il va prescrire des produits, alors qu'aux États-Unis, il va vendre des produits cosmétiques directement dans son cabinet, par exemple. Donc c'est que le marché est très business orienté, ce qui fait que même les interactions avec les dermatologues, ils sont différents. Les points différenciants des marques sont complètement différents. Et je sais que tu peux prétendre à peu près à 120 000 dollars US par an, aux États-Unis en tout cas. Et au Canada, je t'avoue que j'ai pas trop d'idées. J'imagine que c'est un peu moins parce que les États-Unis, c'est vraiment un marché qui est connu pour pouvoir avoir des hauts salaires très vite. Mais bon, à côté, il faut aussi prendre en compte le coût de la vie parce que pareil, t'as pas d'assurance, t'as beaucoup de frais à engager. Après, la ville, elle est complètement différente. En tout cas, Montréal au Canada, c'est hyper axé sur tout ce qui est nature, donc par extension, tout ce qui est activité extérieure, sport. Ici, les gens, ils ont vraiment une bonne qualité de vie. Ils mangent plutôt assez sain. Tout le monde fait du sport. Honnêtement, je connais pas une personne qui ne fait pas de sport. Myriam, bienvenue sur Parcours Santé Podcast. Comment vas-tu aujourd'hui? Hello Vincent, bah écoute, ça va super bien. Merci à toi de me recevoir pour ce podcast. C'est la première fois que je fais ça d'ailleurs, donc j'espère que ça va aller. Bah oui, ça va aller. Le plaisir est partagé et je te remercie également d'être présent aujourd'hui. Alors, Myriam, j'ai une question que j'aime beaucoup poser à mes invités. Comment est-ce que tu décrirais à quelqu'un enfin, qui n'a jamais entendu parler de toi et que tu découvrirais en soirée ou lors d'un meeting tout simplement? Ok, bah alors pour commencer, bah moi c'est Myriam Kerlock, donc moi je suis née en Normandie, j'ai grandi en Normandie. Bah pour parler un peu de moi, bah alors je suis pharmacienne d'industrie, mais même personnellement, bah j'adore par exemple cuisiner, faire du sport depuis que j'habite au Canada notamment. J'adore passer du temps avec ma famille, avec mes amis. J'adore également voyager. J'ai habité un an en Italie. À partir de ce moment-là, ça a vraiment débloqué quelque chose en moi pour l'international, je dirais. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à déménager au Canada aujourd'hui, où je vis à Montréal. Alors, tu nous as dit que, si je dis pas de bêtises, que tu es normande, c'est bien ça? C'est ça, de Normandie, de Caen, de la ville de Caen. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous partager également et nous résumer ton parcours scolaire de façon générale et nous dire bah, quel type d'élève tu étais? Bah alors moi j'ai fait presque toutes mes études en Normandie, donc j'étais dans un collège et un lycée privé. Et ensuite, je suis partie à l'université de Caen, grâce à laquelle, en fait, j'ai fait une année d'études à l'étranger. Donc, ma troisième année de pharmacie, je l'ai faite en Italie, dans la ville de Salerno, à côté de Naples, grâce au programme Erasmus+. Et suite à ça, en fait, bah, j'imagine que ça dépend des universités, mais pour tout ce qui est de pharmacien industriel, je me suis spécialisée en marketing grâce à un master un peu particulier qui s'appelle le MIPC. En gros, c'est un master de marketing international de la parfumerie et de la cosmétique qui était entre trois universités, donc l'ESSEC, l'université de Cergy-Pontoise et l'ISIPCA. L'ISIPCA qui est une école qui a été créée par un descendant de Guerlain. Donc en fait, c'est un master qui m'a beaucoup appris en termes de marketing, mais également pas mal en cosmétique, milieu dans lequel je travaille aujourd'hui. Et quel type d'élève j'étais? Bah, honnêtement, j'étais une méga intello. Depuis que je suis petite, j'étais vraiment une intello. Donc j'ai investi beaucoup de temps dans mes études, que ce soit à partir du collège jusqu'à la fin de mes études. Bien que, bah, comme toi, tu le sais, les premières années sont difficiles. Notamment, moi, j'avais encore un système de PACES, donc de concours sélectifs. Mais bon, après, bah, c'est vrai qu'on peut un peu plus profiter de la vie, quoi. Alors, de ton côté, je vois que tu as une appétence aussi assez prononcée pour le voyage de façon générale. Tu nous parlais donc de l'Italie, du Canada. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où vient cette appétence? Comment ça se fait que tu as si envie de voyager? Bah alors je t'avoue que encore une fois c'est une opportunité que j'ai saisie parce que bah dans mon université c'est une toute petite université. D'ailleurs je sais pas si t'es déjà allé à Caen mais c'est aussi une petite ville. Euh, En fait comment dire, ils mettaient pas tellement en avant les mobilités à l'étranger. Et en fait quand j'ai appris ça c'était tellement peu connu que personne n'était parti en Italie depuis plus de 10 ans. Donc ouais j'étais limite une nouvelle pionnière, on va dire. C'était très peu de personnes. On est littéralement trois personnes à être parties en mobilité dans ma promotion. Et après ça, ça a d'ailleurs ouvert
la porte aussi à d'autres étudiants en pharmacie. Donc de base, c'était un peu de manière inattendue, sachant que comme j'ai grandi à Caen, donc plus de 20 ans de sa vie dans une petite ville, c'est vrai que j'ai vite fait le tour. J'avais aussi envie d'élargir un peu les horizons. Donc ça s'est fait un peu comme ça au début. Je t'avoue que c'est pas hyper sexy, mais par ennui de ma ville et par opportunité en fait à la fac, sachant qu'il y a des très bons organismes même qui soutiennent les étudiants aujourd'hui. Donc même financièrement, c'est possible pour quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de moyens. Donc ça, c'est important à savoir. Et puis en fait, une fois que tu as vécu une expérience comme ça, et aujourd'hui, bah, même là au Canada, je suis entourée un peu d'expatriés. Et en fait, c'est la même chose pour tout le monde. C'est une fois que tu as eu une première expérience à l'étranger et que ça s'est bien passé, et ben en fait, vraiment, tu n'as qu'une envie, c'est de recommencer. Et c'est pour ça que là, bah, pareil, j'ai saisi l'opportunité de venir au Canada parce que depuis l'Italie, j'attendais presque que ça, en fait, d'avoir une nouvelle opportunité de mobilité à l'étranger. Trop bien. J'ai fait un épisode aussi avec Pierre. Pierre a fait un VIE en Finlande et il me disait qu'à Nice, il Ok. n'était pas super à l'aise non plus, même s'il avait de bonnes bases en anglais. Est-ce que toi, t'étais déjà forte en anglais avant de partir? Est-ce que ça Oui, s'améliore? bah moi je t'avoue que j'avais pas de problème avec l'anglais. Après, j'étais pas bilingue non plus, mais j'avais quand même un assez bon niveau. Sachant qu'en fonction des entreprises aussi, par exemple là je suis arrivée chez Naos il y a un an. Et en fait, moi là je suis basée à Montréal au Canada, mais je travaille uniquement pour le marché des États-Unis. Ce qui fait que j'étais amenée aussi à faire des déplacements là-bas pour parler directement à des professionnels de santé. Et en fait, en arrivant en VIE, l'entreprise m'a offert des cours privés d'anglais pour aussi me permettre de me remettre à niveau et d'être à l'aise lors de mes différentes interactions. Donc, en fonction des entreprises, c'est aussi un service qu'ils peuvent offrir. Et puis après, ben, disons que si par exemple, toi, tu avais l'opportunité d'aller en VIE dans 3 mois, et ben pareil, tu peux toujours te préparer à l'avance pour être un peu plus à l'aise sur ton poste, sachant qu'en fonction des postes, tu as forcément des termes un peu techniques, etc. Mais moi, déjà, de nature, j'adorais les langues. Au lycée, j'avais même une troisième langue. Donc, c'est vraiment une de mes matières préférées, je t'avoue. Donc, ça m'a pas porté défaut. Alors, est-ce que tu Ouais. pourrais nous partager peut-être, tu sais, ton épopée post-diplôme? Tu as travaillé dans quelle boîte, quel type de poste? Ça nous intéresse. Alors moi j'ai un parcours assez atypique, je t'avoue, parce que j'ai travaillé dans différents milieux. Je veux dire rien qu'en parallèle des études, je travaillais aussi en officine et j'avais aussi des postes extrascolaires, je dirais. J'ai travaillé un peu dans le digital avec Pozo, qui est une plateforme en fait créée par des pharmaciens pour des médecins. C'est un outil d'aide à la décision thérapeutique. Et en fait, c'était un contrat qui te permettait de travailler quand on avait envie, parce qu'avec les études, forcément, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, tu étais rémunéré à la commission, on va dire. Donc, j'ai travaillé là-dedans, mais j'avais aussi quelques projets d'entrepreneuriat que j'ai menés. J'avais monté, par exemple, une boutique en ligne de vêtements avec ma sœur. Aujourd'hui, on a stoppé l'activité. Est-ce que tu veux que je te parle aussi de mes stages, on va dire, pendant mes études ou simplement une fois que j'étais diplômée? Tu peux faire un petit mix des deux, mais surtout sur ce qui s'est passé après ton diplôme, si t'es OK. Ok, ça marche. Donc en fait là, moi j'ai été diplômée il y a un an et demi à peu près, donc c'est super récent. Et en fait, bah, ma dernière année, l'année où je me suis spécialisée en marketing, en fait ce master était en alternance et ça a été un peu décisif dans mon parcours parce que à ce moment-là, je travaillais pour les laboratoires dermatologiques Aven, donc dans le sud de la France à Toulouse. Et en fait, c'était un poste à la croisée de plusieurs départements parce que je travaillais entre le digital, le médical et le marketing. Ce qui faisait que, par exemple, j'allais prendre une étude clinique du médical, voir un peu les opportunités marketing et j'allais créer, par exemple, une expérience d'intelligence artificielle via le digital pour les congrès, par exemple. Donc, c'était vraiment à la croisée de plusieurs choses. Et en fait, suite à ce poste, ça a été un tremplin assez intéressant parce qu'aujourd'hui, je travaille pour Naos. Naos, qui est un groupe cosmétique qui a plusieurs marques, dont Institut Cederm, Bioderma et Etapure. Et en fait, aujourd'hui, je travaille en tant que MSL, donc Medical Liaison, pour les États-Unis. Donc actuellement, on est une petite équipe, donc on est une équipe, on va dire, de 4-5 personnes.
Et mes missions actuellement, c'est d'établir des relations avec la communauté médicale aux États-Unis, développer la notoriété de la marque et les prescriptions au sein des dermatologues, sachant que il y a une différence majeure avec l'Europe, c'est que le marché des États-Unis, c'est complètement différent. Parce que par exemple, un dermatologue en France, eh ben, il va prescrire des produits, alors qu'aux États-Unis, il va vendre des produits cosmétiques directement dans son cabinet, par exemple. Donc c'est vrai que le marché est très business orienté, ce qui fait que même les interactions avec les dermatologues, ils sont différents. Les points différenciants des marques sont complètement différents. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je fais, mes missions majeures, c'est vraiment développer des outils marketing pour nos représentants médicaux sur le terrain, être présente également sur le terrain via, par exemple, des congrès. Cette année, j'ai assisté à 5 congrès aux États-Unis. Parmi les plus gros, comme l'AAD en mars, c'est vraiment le plus gros rassemblement dermatologique d'Amérique et même, je crois, du monde, si je ne dis pas de bêtises. Et puis j'ai plein de missions un peu croisées, comme créer des newsletters uniquement pour les dermatologues. Enfin, c'est comme un peu du médico-marketing, mais uniquement tourné vers des professionnels de santé. Et sur du long terme, alors à l'initial tu n'étais pas MSL, est-ce que tu t'y fais à ce métier, tu te dis pourquoi pas déjà rester au Canada ou aux États-Unis et ensuite rester MSL avec ces fonctions-là? Eh ben, en fait, justement, je trouve que c'est un métier qui est super intéressant et j'aimerais beaucoup continuer dans cette lignée. Et c'est la première fois, honnêtement, que je suis MSL. Et c'est aussi un challenge, je trouve, quand tu es étudiant en pharmacie, parce que je trouve qu'il y a deux écoles. Il y a les personnes qui vont te dire qu'il faut que tu saches dès le début ce que tu as envie de faire et que tu restes vraiment focus là-dessus pour avoir, on va dire, un CV homogène et prendre de l'expérience au fur et à mesure. Et honnêtement, c'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai des expériences vraiment un peu dans plusieurs domaines, que ce soit digital, marketing, médical. Et finalement, ça a vraiment été une force et c'est ce qui m'a permis d'avoir ce poste. C'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'il faut être vraiment polyvalent avec même tous les sorts du numérique, etc. On va dire même ChatGPT, même le métier de pharmacien. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui va devenir dans plusieurs années Je pense que ça va beaucoup évoluer et que ça a déjà pas mal évolué. Donc ouais, je trouve, enfin moi j'aime mon job actuellement. Et en fait, petite anecdote pour toi qui me demandait en off, on va dire, est-ce que c'était prévu que j'arrive au Canada? Et honnêtement, pas du tout. Je t'avoue que justement, j'avais cette envie d'aller travailler à l'étranger et je m'étais renseignée sur le site justement des VIE. Et honnêtement, j'ai postulé dans le monde entier, que ce soit en Afrique du Sud, en Asie, en Amérique du Sud, en Europe, etc. Mais jamais au Canada. Et en fait, un jour j'ai reçu un mail de la RH Claire Para qui travaille pour le marché nord-américain et qui me disait que justement ils avaient trouvé mon profil intéressant, que j'avais postulé à une offre il y a longtemps. Et je t'avoue que je me rappelle même pas de ça. Je crois que c'était au moment de mon stage en quatrième ou cinquième année de pharmacie. Et qu'en fait, j'avais postulé à un poste qui a été pourvu, mais qu'ils veulent me rencontrer parce qu'ils trouvent mon profil intéressant. Donc ils m'ont demandé directement, est-ce que tu es disponible le lendemain matin? Donc j'étais oui, d'accord, je suis disponible. En plus, c'était un moment pendant lequel je me posais des questions. Le digital, honnêtement, c'était pas trop ma tasse de thé au final. Donc je me demandais ce que je voulais faire et je postulais, mais honnêtement, j'avais pas beaucoup de réponses. Et en fait, là, c'est tombé. J'ai eu 3 offres d'emploi la même semaine, comme quoi lâchez rien, les étudiants en pharmacie, parce que des fois, c'est difficile. Et en fait, le lendemain, j'ai rencontré le CEO Nord-Amérique, donc Jérémy Bayen, qui m'a fait passer un entretien d'1 heure environ en me challengeant sur le marché des médicaments aux États-Unis, pourquoi un dermatologue devrait utiliser un produit dermocosmétique alors qu'il prescrit déjà un médicament. Des questions assez challengeantes et ça s'est super bien passé. Et puis suite à ça, en fait, il m'a proposé de me créer un VIE pour que je rejoigne les équipes ici. Donc c'est comme ça que je suis arrivée là, inattendu, mais je suis super heureuse de ça. Et j'ai l'impression que justement, avant, ça me paraissait un peu une légende, tu sais, quand on dit oui, il faut saisir les opportunités au moment voulu, etc. Et tu sais jamais à quoi ces opportunités elles vont ressembler. Donc je trouve juste des fois que la vie elle est bien faite et c'est pas du tout le genre de poste ou de localisation que j'aurais imaginé, mais quand tu as l'opportunité et que le contexte est favorable pour le faire, je dirais qu'il faut foncer.
Et donc, basé sur ça, en fait, je me dis que comme je me serais jamais attendue à arriver là, et ben en fait, j'ai du mal à imaginer la suite parce que je me dis que bah, je verrai en fonction des opportunités au moment voulu et puis bah, on verra ce que ça donne du moment que c'est un métier qui me plaît et puis un rôle qui me plaît dans une entreprise qui me plaît. Et bah, je me dis pourquoi pas, je suis fermée à rien. Ce que j'allais dire, quel opportuniste. Et super. Donc tu te fermes aucune porte pour vraiment te laisser toutes les possibilités, c'est ça? Exact. Après, ben, je trouve que justement, bah, notre diplôme de pharmacien, je trouve qu'il est très précieux parce qu'il ouvre beaucoup de portes, mais c'est aussi un diplôme qui apporte beaucoup de crédibilité. Et je trouve qu'il faut quand même bien choisir ses entreprises, bien choisir ses positions pour pas trop s'éloigner non plus de notre rôle initial de pharmacien. C'est vrai que bah, j'aime beaucoup actuellement ce que je fais et la science dans les produits, je trouve qu'elle est vraiment super. Euh, mais je tiens vraiment à garder ce lien avec vraiment le médical, la pharmacie, la science, et pas trop m'en éloigner non plus. Donc, pour mes prochaines opportunités, c'est un peu le fil rouge que je veux garder. Donc, on verra où ça mène. Alors Myriam, j'ai une question pour toi. Je sais que bah, de par tes aventures assez généralistes, tu as aussi cette casquette un peu digitale. Est-ce que pour toi, c'est important dans la pharma d'avoir peut-être ces deux pieds dans le digital et dans le monde de la santé? T'en penses quoi? Oui, bah alors, bah moi j'ai créé un compte Insta en fait qui s'appelle pharmacienne-du-bas 2.0. Et en fait, de base, j'ai créé ce compte parce que justement, pendant nos études, je trouve qu'on apprenait des choses super random et super intéressantes. Par exemple, pourquoi tu peux pas fumer dans une piscine. Donc en fait, c'est à partir de ça que j'ai commencé à créer ce compte et à créer des posts en fait sur les thèmes santé et beauté pour partager ça en fait au plus de monde possible parce que c'est déjà ce que je faisais avec mes amis. Et c'est vrai que ça m'a ouvert pas mal de portes. Je t'avoue, j'ai rencontré aussi pas mal de personnes inspirantes. Donc même, je veux dire, pour un étudiant qui veut développer son réseau professionnel, j'ai rencontré notamment Thérèse, qui est en fait la fondatrice de Koba. C'est une Française entrepreneuse qui avait créé différentes entreprises et qui habite maintenant à New York grâce à sa marque de cosmétiques assez luxe. Donc je dirais que c'est quelque chose déjà, bah, moi, qui me plaît beaucoup en tant que hobby, mais aussi qui peut vous ouvrir des portes au niveau professionnel, que ce soit via des partenariats avec des marques ou via même juste des opportunités de discussion avec des professionnels développés et super intéressants dans leur domaine. Donc sur Instagram, la pharmacienne 2.0, c'est bien ça? C'est arrobase pharmacienne-du-bas 2.0. C'est noté, c'est noté. Abonnez-vous, hein. Et de ton côté, tu me parles avant de ChatGPT, Myriam, ça m'intéresse. Est-ce que dans ton métier d'MSL, est-ce que tu as l'opportunité peut-être d'utiliser ChatGPT? Bah, actuellement, je t'avoue que je m'en sers un peu comme d'un assistant numérique, je vais dire, pour tout ce qui est, par exemple, reformuler des emails, etc. Parce que, honnêtement, dans l'industrie, c'est énormément d'emails. Moi, je suis pas sur le terrain parce que comme le territoire est super vaste, c'est plus des calls virtuels. Ouais, c'est plus des calls virtuels. Donc moi, je suis vraiment, on va dire, dans un bureau, à part quand je dois être, par exemple, dans les congrès, etc. Sachant que oui, ça c'est quelque chose d'important et c'est aussi un petit tips pour les étudiants en pharmacie. Sachez que on va dire le titre d'une position d'une position, je sais plus, le titre d'un rôle, d'un métier dans une entreprise, même s'ils ont le même nom, c'est pas forcément exactement les mêmes missions. Donc on va dire chaque métier est vraiment propre à son entreprise parce qu'il y a toujours un peu des twists, même s'il y a, on va dire, une trame commune. Un MSL, par exemple, chez Bioderma ne sera pas un MSL chez GSK, ne sera pas le même MSL chez Sanofi ou chez L'Oréal. Donc ça, c'est important aussi de bien regarder les offres d'emploi en fonction de ce que vous aimez faire. Ok, et en plus de ça, on rajoute, je pense, la culture d'entreprise et ça fait tout un package très différent les uns des autres, quoi. Exact, ouais, je trouve que c'est vraiment différent en fonction de tout marché, de ta cible. Par exemple, là, le métier, il serait complètement différent en France parce que ici, bah, les dermatologues, ils vendent les produits directement dans leur cabinet. En France, c'est pas le cas. Donc forcément, l'approche est différente. Les arguments aussi sont différents. Donc je trouve que ouais, ça fait beaucoup du métier, la localisation, le marché et l'entreprise. Alors, j'ai deux questions pour toi, Myriam. En tant qu'MSL, tu fais comment pour closer tes appels, pour les convaincre de répondre?
Enfin, ça se passe comment? Alors, je trouve qu'une notion un peu à avoir aussi en tête, c'est qu'un MSL, il est vraiment là pour répondre à des questions scientifiques. En fait, c'est plus à l'initiative du médecin de demander en fait à rencontrer un MSL pour avoir des informations scientifiques plus poussées. Parce qu'on a quand même des visiteurs médicaux qui sont sur la route, en fait, tous les jours. Après, c'est des personnes qui n'ont pas forcément un background, on va dire, super scientifique. Donc, c'est plus des personnes orientées vente, en tout cas pour le marché des États-Unis qui est très orienté vente lui-même. Je veux dire que t'as pas, en tant que MSL, tu n'as pas d'objectif de vente, en tout cas chez Bioderma, parce que c'est plus de l'information médicale. Donc, c'est vraiment, il veut te poser une question poussée sur un brevet, sur un ingrédient. Est-ce qu'il peut y avoir des interactions, par exemple, entre ton produit ou quelque chose qui est prescrit, etc. Donc, moi, je suis vraiment à l'aise avec cette démarche parce que justement, je trouve que c'est dur d'avoir un côté commercial quand tu es pharmacien parce que c'est pas ce qu'on nous apprend. Enfin, nous, c'est vraiment axé, je veux dire, sur la science, le produit, les ingrédients, etc. Donc, en fait, ce qui est super intéressant dans cette démarche, c'est que tu crées des relations avec les dermatologues, tu réponds à toutes leurs questions, etc. Et en fait, tu viens aussi en support de l'équipe terrain, enfin, les visiteurs médicaux. Ok, donc t'apportes ta touche un peu scientifique en plus de tout ça. C'est ça. Et tes calls, tu les fais en anglais ou en français vu que t'es au Canada? C'est que en anglais, enfin tout, en fait tous nos clients, tous nos prospects, c'est uniquement des Américains, donc tout se passe en anglais. Après, Bioderma, comme c'est une entreprise française et ils offrent aussi pas mal d'opportunités en VIE dans leur filiale. Donc moi, j'ai quand même pas mal de collègues français. Donc en fonction des meetings, je veux dire même en interne, quand on a des meetings avec différents départements, ça peut se faire en français, mais pour ce qui est du travail vraiment axé MSL États-Unis, c'est uniquement en anglais. Alors, Myriam, il y a un grand tabou français que tu dois connaître également, c'est l'argent. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être du salaire que tu peux espérer en ayant des fonctions telles que les tiennes en VIE au Canada maintenant, ou aux États-Unis de façon générale aussi, tu sais? Oui, bien sûr. En fait, comme actuellement je suis en VIE, donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent pas, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme en fait créé par le gouvernement français pour permettre à des jeunes actifs d'aller travailler à l'étranger. D'ailleurs, il y a comment dire, il y a des avantages super intéressants. Notamment, ils vont financer votre billet d'avion pour arriver et repartir. Vous bénéficiez d'assurance également parce que pour tout ce qui est nord-américain, c'est pas le système français de sécurité sociale. Et en fait, en termes de salaire, c'est des grilles de salaire. Donc, en fait, peu importe que tu sois pharmacien ou en marketing, etc., ta rémunération va être basée sur ta localisation. Donc, pour ce qui est du Canada, en fait, on a deux types de revenus. On a un salaire qui est d'environ 2300 euros et on a aussi une aide de l'entreprise qui s'appelle une allocation logement de 500 euros. Ce qui fait que si tu accumules ça, 5, 6, 7, 8, ça fait 2800 euros, sachant que tu n'es ni imposable en France ni au Canada. Donc en fait, ton brut, c'est ton net. Ok, super, super. Et est-ce que tu saurais nous dire ce que tu penses, tu vois, entre guillemets, toucher post-VIE, si tu restes MSL aux États-Unis ou au Canada, est-ce que tu aurais peut-être une ordre d'idée des tranches salariales qu'un MSL peut se faire? Je pense qu'aux États-Unis, ça peut grimper assez haut parce que même moi, à travers les congrès, j'ai rencontré différents MSL en fait dans l'industrie pharmaceutique. Et je sais que tu peux prétendre à peu près à 120 000 dollars US par an, aux États-Unis en tout cas. Et au Canada, je t'avoue que j'ai pas trop d'idées. J'imagine que c'est un peu moins parce que les États-Unis, c'est vraiment un marché qui est connu pour pouvoir avoir des hauts salaires très vite. Mais bon, à côté, il faut aussi prendre en compte le coût de la vie parce que pareil, t'as pas d'assurance, t'as beaucoup de frais à engager. Mais au Canada, j'imagine que c'est quand même assez équivalent. Après, tout dépend aussi de l'industrie cosmétique ou pharmaceutique parce que je pense qu'il peut y avoir un gros gap. Mais je dirais que ça doit être au moins 100 000 dollars par an, même au Canada. D'accord. Parce que je ne sais pas, je sais que quand tu es délégué pharmaceutique ou délégué médical, tu as souvent un fixe et un variable, tu vois, enfin des variables. Est-ce que c'est également le cas pour les MSL?
Oui, je pense que pour les MSL, bah, pour la plupart des entreprises, ouais, souvent, tu as un, un variable. Ok. Après, de combien il est exactement, je t'avoue que je sais pas trop et j'imagine que ça dépend aussi du nombre de personnes que tu visites, enfin de tes objectifs chiffrés en tout cas, en fonction de l'entreprise. Sachant que j'imagine aussi que, par exemple, pour toi ou un futur pharmacien qui veut entrer dans ce genre de métier, sachez qu'il est toujours possible de négocier son salaire et que tu peux toujours, par exemple, baisser ton variable pour augmenter ton fixe. Donc voilà, c'est aussi quelque chose à garder en tête qu'on nous apprend pas forcément à l'école. Euh, mais voilà, je pense que tu peux prétendre à peu près à ces salaires. Après, comme je te dis, actuellement, je suis que en VIE, donc j'imagine que j'en saurai plus après mon contrat. Mais actuellement, c'est un peu l'idée que moi j'ai en tête, mais à comparer en fonction des entreprises. Ok, on refera un épisode 2 dans 3-4 ans. Allez, c'est parti. Le deal. Et est-ce que tu as pu peut-être noter aussi des avantages par rapport à ta vie en France? Est-ce que ta vie en France, de façon générale, te manque ou pour toi, je sais pas, c'est vraiment l'Eldorado, tu sais, le Canada? Bah alors, je trouve que le Canada, c'est hyper intéressant parce que c'est des manières complètement différentes de vivre. De travailler également. Enfin, les horaires, par exemple, ils sont pas du tout comme en France. Ici, il y a un grand équilibre vie perso, vie pro. Donc, on va dire que même, par exemple, un directeur là dans l'entreprise, bah, il va quitter le travail à 17h, 17h30. Et il va commencer, on va dire, à 8h30, 9h. Alors qu'en France, en général, bah, quand tu as de telles responsabilités, bah, il se peut qu'en industrie, tu repartes tard chez toi, on va dire 20h, même 21h. Donc ça, c'est quelque chose qui est super agréable en tout cas. Après, la ville, elle est complètement différente. En tout cas, Montréal au Canada, c'est hyper axé sur tout ce qui est nature. Donc, par extension, tout ce qui est activité extérieure, sport. Ici, les gens, ils ont vraiment une bonne qualité de vie. Ils mangent plutôt assez sain. Tout le monde fait du sport. Honnêtement, je connais pas une personne qui ne fait pas de sport. Donc je trouve que c'est une ville super intéressante où il fait bon vivre. Après, tout dépend évidemment aussi des préférences de chacun en termes de ville, de nourriture, d'activité. Il y a aussi beaucoup de festivals. Quelqu'un qui adore sortir, faire la fête, il va trouver son bonheur. Quelqu'un qui aime bien être plus peut-être casanier, avoir des activités plus relaxes. Pareil, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est quand même un mix, je trouve, de l'Europe et de l'Amérique. Le Québec, en tout cas, enfin, il y a beaucoup de Français, donc ça crée vraiment un mix intéressant pour avoir vu la différence avec les États-Unis durant mes différents déplacements. D'accord. Donc pourquoi pas y loger sur du long terme, tu te fermes pas cette porte. Je me ferme pas du tout de porte. Si ça se trouve, je serai là encore dans 5 ans. Franchement, j'en ai aucune idée, mais ouais, j'apprécie beaucoup la ville et je trouve que bah, c'est une ville qui se vit plutôt qu'une ville qui se visite. Parce que par exemple, si là tu venais au Canada une semaine, bah, la semaine prochaine, je suis pas sûre que tu trouverais ça super beau parce que l'architecture elle est quand même assez particulière. Mais quand il vit, franchement, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il détestait Montréal. Bah écoute, Myriam, moi je te remercie pour ce partage, ton authenticité. C'est plaisant d'avoir un peu ce parcours assez international et également ton point de vue sur l'industrie pharma. Alors pour ceux qui souhaitent avoir un petit aperçu également de ton métier de façon générale, mais également de ton profil, je mettrai dans cette description donc les liens sur ton profil LinkedIn notamment et toutes les pages qui sont en lien avec ta personne. Je te remercie Myriam pour ce partage. Merci beaucoup, Vincent.